Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'Harmattan. Collection Économie plurielle. Directeur Henri Panhuys, 2012. Ce que la chenille appelle la mort. Le papillon l'appelle renaissance. Violette Lebon, Canada. À ma femme, Isabelle, mes enfants et beaux-enfants. À tous ceux qui ont contribué à la rédaction et à la correction de ce livre. Gilles Ferréol, Anne Deligne, Charlotte Huix. Dominique Orban de Xivry, Luigi Petito. À Nicou Dubois-Leclerc qui m'a ouvert les yeux sur la violence patriarcale millénaire. Préface. Le livre de Marc Huix arrive à point nommé pour éclairer l'avenir, en ce moment exceptionnel dans l'histoire des hommes d'Occident où nous sommes en train de changer de paradigme. Ce changement devient de plus en plus perceptible par de plus en plus de personnes, en réaction au mal-être généré par un avenir qui se brouille et s'annonce désespérant dans sa trajectoire actuelle. La conscience collective des hommes et des femmes, et surtout de ces dernières, s'est imprégnée du sentiment de suicide collectif, connecté à l'appauvrissement de notre planète, auquel nous mène la société industrielle, les temps modernes, dévoreuse d'énergie, de matière, de biodiversité, polluante et agressive envers l'homme. Face à ce futur insoutenable, les solutions et les attitudes divergent. Certains continuent à croire au progrès matériel et à la croissance quantitative, confiant dans la science et les technologies pour savoir répondre aux défis écologiques et humains, et nous éviter ainsi l'apocalypse sans changer de modèle. D'autres cherchent une refondation complète des critères de progrès, s'imposant une décroissance forte de leurs ambitions matérielles et technologiques, s'enracinant dans le local et affirmant le retour à une terre nourricière et source d'équilibre. La finalité de cette démarche étant de retrouver les rythmes d'harmonie entre la terre et les hommes entre eux, et de l'homme avec lui-même. Entre ces deux voies parfaitement opposées, Marc Huix nous en propose une troisième, conciliant la soif de progrès de l'homme, mais un progrès essentiellement qualitatif centré sur le potentiel humain, et une philosophie de sobriété en phase avec les rythmes de la nature, rendant le progrès soutenable. La triple formation de Marc Huix en philosophie, théologie et science, qui s'est accompagnée d'une expérience incomparable de 10 ans à la cellule de prospective de la Commission européenne, et la fréquentation des meilleurs penseurs de notre temps l'ont doté d'une intuition du futur propre à nourrir une réflexion sur les chemins du possible et du désirable. C'est d'abord dans les croyances et les mythes collectifs de notre civilisation occidentale, au travers de 5000 ans d'histoire, qu'il va chercher les raisons de nos succès et de nos échecs collectifs, débouchant sur l'impasse actuelle. Impasse qui exige aujourd'hui un changement radical du vieux paradigme fondé sur le patriarcat, la domination et le progrès devenus essentiellement matériels et quantitatifs. Cette analyse est confortée par une observation très fine des nouvelles valeurs et modes de vie en gestation chez ces avant-gardistes du monde de demain que sont les créatifs culturels, dont le nombre va croissant et qui seraient déjà plus de 100 millions en Europe. Cela lui permet de dessiner avec beaucoup d'acuité et de clairvoyance ce que seront les valeurs collectives du nouveau paradigme, transmoderne, en train de naître sous nos yeux dans un silence étonnant. Il y voit une révolution de nos buts et de nos moyens encore plus importante que ne fut la Renaissance il y a 6 siècles, un basculement à 180 degrés du projet humain centré dorénavant sur la valorisation de l'immatériel et du capital humain, avec des valeurs essentiellement féminines, écologiques et coopératives. Dans le nouveau monde que dessine l'ouvrage, la ressource économique essentielle n'est plus la matière mais la connaissance et les savoirs qui se valorisent par leur partage grâce à des réseaux ouverts, provoquant une augmentation considérable de l'intelligence collective. On retrouve des thèmes chers à Teilhard de Chardin, souvent cités par l'auteur. À la différence des ressources matérielles et monétaires, cette intelligence est inextinguible et compatible avec les limites physiques de la planète, d'autant qu'elle puise dans la nature de nouvelles connaissances et une nouvelle relation au sacré. Enfin, il redonne à chaque homme la possibilité de participer à égalité au projet humain, puisque la diversité de pensée et de culture est valorisée. À partir de cette intuition fondamentale, Marc Huix déduit de nouveaux systèmes organisationnels possibles, en particulier dans les entreprises, qui jouent un rôle moteur dans le changement de paradigme.
En rétablissant le profit au service du développement humain, et non comme le seul but stérile du travail collectif, il donne aux entreprises une nouvelle énergie et une nouvelle légitimité. Sa connaissance certaine du monde de l'entreprise lui permet de nous proposer des voies très intéressantes sur ce que serait l'entreprise de la société de la connaissance, qui remplacerait la société de la consommation. La description fine des systèmes de gouvernance de la Communauté européenne nous offre également des pistes sur ce que pourrait être demain le gouvernement mondial au service du nouveau paradigme. Bien loin de nous imposer un autre dogme, le livre de Marc nous propose une culture dans laquelle chacun de nous peut trouver sa place et puiser une énergie et du courage pour agir dans un monde qui fait sens à nouveau. C'est surtout un monde où nous nous enrichirons les uns les autres de nos complémentarités et de nos différences, un monde où la conscience de notre enracinement local s'inscrit dans un projet collectif global, un monde qui nous redonne le goût de l'avenir. Il faut saluer une œuvre profondément généreuse et humaine, dans laquelle l'auteur se met à nu et prend tous les risques pour nous faire partager ses intimes convictions sur sa vision et son désir d'avenir. La passion que nous livre Marc, ses intuitions sensibles nous changent clairement des ouvrages académiques et rationnels qu'on a trop connus. Marc allume une lumière dans un monde où le futur est trop souvent dépeint en noir. Nul doute qu'il nourrira de nombreux débats qui ne pourront servir qu'à mettre chacun de nous en mouvement vers la construction d'un nouveau monde soutenable, désirable et joyeux. François Lemarchand, président fondateur de Nature et Découverte. Prologue, une histoire du XXIe siècle, 2000 à 2050, un scénario positif du futur. Ce livre s'ouvre sur une histoire de la première partie du XXIe siècle. Je dédie ce prologue à la mémoire de Willis Harman, qui à la fin de sa vie, insistait énormément sur l'importance de produire et de diffuser des scénarios positifs du futur. Car disait-il, ils agissent à un autre niveau, sur le champ morphogénétique de la conscience humaine globale et font advenir l'avenir positif que nous désirons. Agissons donc ensemble sur le futur en le racontant. Nous sommes en 2050. Nous sommes en 2050, et l'UNESCO est confrontée au sein de la génération née en 2040, à une totale incompréhension de la façon dont il a été possible que les générations précédentes aient mis en danger notre vie collective en polluant comme elles l'ont fait. Elle mandate donc un groupe d'historiens et lui demande de composer un récit facile à insérer dans les manuels scolaires, afin de raconter et d'expliquer à nos enfants comment et pourquoi les choses ont tellement changé. Et comment elles étaient en 2010. Comment les gens vivaient, quelle était la situation. Pourquoi on avait détruit les espèces animales et végétales par milliers. Comment on était parvenu à influencer négativement le climat. Comment pendant si longtemps on avait appauvri les pauvres et enrichi les riches, tout en promettant le contraire, etc. Mais laissons la parole au récit. Aux environs des années 2010 à 2015, un malaise grandissant a commencé à se manifester au sein de la population mondiale, y compris dans les pays riches. Au Sud, on acceptait de moins en moins un système dont une énorme majorité de la population était exclue, tandis qu'une faible minorité s'emparait de la majorité des biens, d'autant que la situation ne s'améliorait pas mais empirait de jour en jour, malgré les promesses des dirigeants et des économistes selon qui la croissance du PNB allait apporter la prospérité à tous. On ne voyait pas comment un système qui avait, depuis 1950, promis d'apporter le développement au Sud et n'avait fait que consolider les structures d'inégalité, pourrait tout à coup produire des effets contraires. Au Nord, le nombre de citoyens qui commençaient à se poser des questions croissait de jour en jour. L'inquiétude grandissait par rapport au futur. N'allons-nous pas vers des changements climatiques graves ? Le Gulf Stream n'est-il pas déjà en train de se déplacer vers le Canada, ce qui plongerait l'Europe dans la glaciation ? Qu'en est-il de l'extinction des espèces animales et végétales ? Comment faisons-nous face à l'explosion démographique ? Si nous ne résolvons pas les problèmes de pauvreté aigus à nos frontières, la pression migratoire vers les pays riches de l'Union européenne va devenir intolérable, voire violente. Que faire ? Cette inquiétude ne recevait de la part des dirigeants et gouvernements qu'une seule et même réponse. Il faut faire confiance aux méthodes d'hier pour résoudre les problèmes de demain. L'inquiétude du public augmentait donc, et le fossé face aux dirigeants se creusait.
Leur légitimité et la crédibilité du pouvoir politique et des structures économiques diminuaient d'année en année. Le 21 septembre 2015, le dollar perdit en un jour 30% de sa valeur, car la dette des États-Unis était devenue inacceptable et mettait en péril le système économique mondial. Tout à coup, les États-Unis furent en banqueroute parce qu'en cessation de paiement. En effet, soudain, aucun État n'acceptait plus de leur prêter de l'argent comme la Chine, le Japon, l'Union européenne, le Brésil et l'Inde, etc., l'avaient fait chaque mois depuis des années. Si bien que toute la politique extérieure des États-Unis changea brusquement. Les troupes furent rapatriées du monde entier, car il n'y avait plus d'argent pour les entretenir. Le programme de réarmement militaire des États-Unis fut stoppé net. Leur politique étrangère atteignit son point le plus bas depuis la création des États-Unis. C'était la fin brusque d'un monde hégémonique dominé par les États-Unis. Mais aussi la fin de l'hégémonie occidentale. L'euro souffrit de devenir subitement une des monnaies de référence mondiale. Il perdit aussi 15% de sa valeur par rapport au rouble, au réal brésilien, à la roupie indienne et au yuan chinois, qui prirent une position de monnaie stable mondiale. Le coup le plus dur pour les États-Unis fut l'assassinat, en novembre 2016, du président des États-Unis et de plusieurs autres chefs d'État, de France, de Chine, du Japon et de Thaïlande, réunis à Rio de Janeiro lors d'une réunion du G20 comprenant aussi les BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. En effet, un groupe terroriste lié à la mafia brésilienne bloqua le palais où ils étaient réunis et essaya d'obtenir une rançon, qui ne fut jamais versée. Ce fut le choc final qui amena un basculement mondial. C'est alors que le Parti communiste chinois décida soudain de changer la constitution et de permettre aux citoyens chinois d'élire un président de la République avec des pouvoirs étendus, au suffrage universel direct. Et ce fut Madame Chang, une jeune femme chinoise, poétesse extrêmement populaire et prix Nobel de l'environnement qui fut élue, le 13 décembre 2017. Le mémorable discours de Madame Chang. Sa première visite à l'étranger eut lieu en Inde, où elle alla d'abord rendre visite au Dalaï Lama, dans son monastère au nord du pays. Elle lui demanda de revenir au Tibet, et lui offrit de reprendre immédiatement sa position de lama du Tibet, puisque c'était sa place. Elle proposa ensuite au gouvernement de Delhi et à la présidente du Parti du Congrès d'établir entre la Chine, l'Inde, mais aussi les autres pays de la région qui seraient preneurs, comme le Pakistan et le Bangladesh, un traité de non-violence entre États, et une communauté de solidarité économique et monétaire d'après le modèle européen. Mais l'événement historique majeur fut son discours du mardi 15 mars 2016 aux Nations Unies, qui par précaution avait déménagé à Genève en 2012, à cause de l'énorme augmentation de la violence urbaine aux États-Unis, après la crise financière du dollar et l'attentat de Rio en 2016. En des mots très simples, elle expliqua que nous n'étions plus dans une société moderne capitaliste de style occidental, mais que le monde entier entrait dans une société de la connaissance post-capitaliste et post-occidentale, qu'il nous fallait inventer ensemble afin qu'elle soit totalement soutenable et socialement équitable. Il était donc urgent de nous adapter à cette situation nouvelle, avec une vision nouvelle et des outils à inventer et à créer. Il s'agissait d'abord et surtout de changer les objectifs mêmes de notre société. Depuis plusieurs siècles, la société industrielle moderne de type occidental nous avait appris à produire le plus possible d'objets le moins cher possible, et à convaincre ensuite la population de les acheter même si elle n'en avait pas besoin. Ces buts ne correspondaient plus au XXIe siècle, où l'urgence première était l'avenir des générations futures et notre survie à tous. Elle proposa que la société mondiale se donne comme but l'entrée dans la société de la connaissance de manière soutenable et socialement inclusive, ce qui suppose le développement de la créativité et de la qualité humaine, y compris la dimension intérieure, et cela dans un respect total de la nature et de l'environnement. Elle lança d'abord un appel à la société civile mondiale, lui demandant de mettre toute son énergie et tout son cœur dans la construction de cette nouvelle société. Elle s'adressa ensuite aux universitaires et aux intellectuels de tous les pays, pour leur demander de mettre toute leur intelligence et leur créativité en réseau, afin de concevoir ensemble et de faire fonctionner une logique économique et politique nouvelle. Le plus urgent étant de repenser les fondements de l'économie et des finances,
en transdisciplinarité. Elle s'adressa ensuite aux politiciens du monde, afin qu'ils se mettent à dialoguer sincèrement avec la société pour créer ensemble des pratiques politiques nouvelles et crédibles, nous portant vers un avenir soutenable et inclusif au plan mondial. Mais affirma-t-elle, nous nous trouvons aussi devant un enjeu spirituel important. Il est faux de croire, comme la modernité occidentale, capitaliste ou communiste, l'a prétendu, que l'homme peut se passer de sa dimension intérieure. Il y a donc un défi majeur que notre civilisation mondiale doit relever. Elle doit réinventer le chemin vers une dimension éthique et intérieure. Et ce chemin commence par une descente dans la profondeur de chacun. Notre nouvelle civilisation mondiale est invitée à intégrer des nouvelles formes de sacré, qui nous reconnectent avec la nature et le cosmos. Et le dernier passage de son discours fut adressé aux femmes du monde, de toute race, religion et culture. Elle leur annonça que le règne du patriarcat était terminé, quelle que soit la culture ou la religion dans laquelle elles vivaient. Car les valeurs patriarcales ne permettaient pas à l'humanité de protéger notre planète bleue. Elle leur demandait de descendre dans l'arène et de participer pleinement à la discussion sur l'avenir du monde et de notre économie mondiale, puisqu'il s'agissait de l'avenir de nos enfants. Sans elles, la moitié de l'humanité manquerait dans la discussion. Ces dernières phrases furent empreintes d'émotion et de force, car on sentait en elles vibrer la femme dans toute sa puissance. Accueil très contrasté puis enthousiaste. Ce message passa de manière extraordinaire, instantanément, et dans le monde entier. Le lendemain on en parlait partout, autant dans les favelas de Rio que dans les mosquées du Qatar, et dans les rues de Paris ou de New York, ou au Parlement de New Delhi, ainsi que dans les villages de Chine. Mais sur place, aux Nations Unies, elle fut applaudie poliment par les chefs d'État qui ne prirent pas du tout ce discours au sérieux. La presse non plus ne comprit ni n'accepta ce discours trop déviant. Certains médias ridiculisèrent même le discours de la poétesse chinoise. Mais après quelques jours, des personnalités importantes du business, du monde intellectuel, des organisations de la société civile et des corps constitués réagirent fortement et rapidement. Ils formèrent sur Internet un forum de millions de personnes, d'anciens chefs de presse, des grands patrons d'entreprises mondiales, et des responsables de la société civile comme Greenpeace, Amnesty International, et même le Croissant Rouge ou d'autres organisations musulmanes démocratiques, qui se développaient énormément depuis que l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne avait été fixée définitivement au 1er janvier 2020. Ce Forum mondial pour Madame Chang déclara 5 jours plus tard, le 20 mars, par la voix de son porte-parole, qu'il considérait ce discours comme historique et fondateur pour le XXIe siècle. Pour la première fois depuis des années, un discours politique répondait enfin aux véritables attentes des populations et à leurs questions, rarement entendues jusqu'ici. Ce mouvement de la société civile prit tant d'ampleur que certains médias commencèrent à refléter ces opinions nouvelles, qu'ils n'avaient pas prévues. C'est ainsi que petit à petit la situation se retourna totalement, au point que nombre de politiciens avouèrent à la fin du mois de mars avoir toujours pensé comme Madame Chang. Son discours commença à être analysé et disséqué par les médias, les universités et les économistes. Tout le monde fut soudain d'accord. Ce discours avait enfin exprimé tout haut ce que bon nombre pensaient tout bas, il était temps d'agir ensemble au plan mondial. Car aucune solution partielle n'était susceptible de fournir de réponse aux problèmes globaux. Il fallait réinventer notre fonctionnement mondial. Rappelons que le président Barack Obama avait de toutes ses forces œuvré à un rapprochement avec la Chine, dès 2010. Et le vice-président, qui avait succédé au président, assassiné en 2016, appuya clairement l'initiative de Madame Chang. Mais il était trop préoccupé par la crise financière de son pays, et les remous sociaux importants qui se produisaient un peu partout aux États-Unis pour être vraiment efficace. Il s'en excusa auprès de Madame Chang. Cependant, des milliers d'intellectuels américains participèrent très activement à la réflexion mondiale et y jouèrent un rôle très important. Toute la société mondiale se mit en effet à réfléchir à d'audacieuses alternatives économiques, politiques, juridiques pour le XXIe siècle. Un mouvement d'enthousiasme et de créativité inouïe vit le jour rapidement dans le monde entier. Un vent d'espoir et de changement soufflait un peu partout. Un grand nombre de réunions furent organisées en Chine et ailleurs,
avec son aide financière. Elles étaient ouvertes et accessibles sur le web en temps réel, ce qui ne posait plus aucun problème technique. 2018 à 2025, une réflexion collective qui réenchante les citoyens du monde. Les années qui suivirent furent des années intenses de repensée et de créativité. Un espace avait été ouvert, et la société civile s'y engouffra avec un dynamisme inattendu. Tout à coup, les analyses alternatives qui avaient été mises sous le boisseau pendant des années firent surface. On découvrit soudain l'existence de concepts et de projets intéressants, à la fois concrets et assez élaborés, ceux-ci dans les domaines les plus divers. Mais Madame Chang menait sa barque de manière intelligente. Il fallait commencer par les finances et le système économique mondial. La chute spectaculaire du dollar forçait tout le monde à réfléchir sérieusement hors des sentiers battus. Les accords monétaires de Pékin en 2019. Elle demanda donc que l'on repense le système économique et financier mondial, notamment les mécanismes monétaires de base, pour les adapter à la nouvelle économie de la connaissance, que peu d'économistes connaissaient vraiment. Elle insista pour que le bien commun de la majorité de la population mondiale soit réellement défendu, et que l'on aille vers une société véritablement soutenable. Elle mit la barre très haut, en exigeant que l'empreinte écologique de la Terre redevienne positive 3. Plusieurs jeunes femmes économistes, membres du groupe des économistes pour un monde soutenable, firent des propositions vraiment innovantes qui furent acceptées. Cela déboucha, après 6 mois de réflexion, sur un nouvel accord monétaire mondial, les accords monétaires de Pékin en 2019. Ces accords ouvraient le XXIe siècle en créant une monnaie de référence mondiale basée non sur l'or, mais sur les ressources vitales de la Terre 4. Car là se trouvait le trésor de notre humanité pour les générations à venir. Les accords prévoyaient aussi l'utilisation de monnaies complémentaires créées par les citoyens ou par les entreprises. Le paysage monétaire mondial s'était complètement transformé en quelques années, et ces accords venaient donner une forme officielle à une situation de fait réalisée en partie par des citoyens un peu partout dans le monde. Un nouvel ordre économique mondial. Et un nouvel ordre de l'information. Dans la foulée, on mit sur pied, en l'espace de quelques mois, les grandes lignes d'un nouvel ordre économique mondial, fondé non plus sur le libre commerce des objets, comme dans l'économie industrielle, mais sur le libre partage de la connaissance, dans le cadre du respect absolu de l'environnement et de l'inclusion sociale. Ce nouvel ordre se voulait un message d'espérance pour la majorité d'exclus de la planète, et pour les générations futures, nos enfants et petits-enfants. L'idée était simple. Dans une économie de la connaissance mondiale, les 6 milliards d'humains sont la ressource principale. Il faut donc y valoriser au maximum l'humain, orienter les priorités économiques vers la croissance des ressources humaines mondiales par l'éducation, l'accès à l'eau propre, aux soins médicaux, etc. Mais on ne faisait plus cela pour aider le tiers-monde, mais pour augmenter le capital humain global et donc notre prospérité à tous à court, moyen et long terme. Renversement de vision à 180 degrés. On intégra entièrement les intangibles assets, actifs immatériels des entreprises, et autres nouveaux concepts de l'économie post-capitaliste. Et nombre d'économistes alternatifs, après avoir été maintenus à l'écart pendant des années, purent enfin expliquer leur vision qui fut acceptée et amplifiée dans l'interaction positive. En l'espace de quelques mois, on parvint à façonner les grandes lignes d'une nouvelle société mondiale, la société post-industrielle et post-capitaliste de la connaissance. Enfin, les pauvres du monde virent poindre une lueur d'espérance puisque dans cette nouvelle vision l'humain est le capital principal, les mécanismes d'inclusion sociale n'étant plus considérés comme des coûts mais comme des atouts immatériels, inestimables. La plus importante association de business leaders des États-Unis avança l'idée que l'entrepreneur de demain serait un champion de la cohésion sociale. Et le miracle se produisit. Les gens des bidonvilles dans le monde entier comprirent soudain que les choses changeaient vraiment et que s'ils y travaillaient, ils avaient une véritable chance de s'en sortir dans un système basé sur le win-win social et environnemental, ainsi que sur le respect des cultures locales. Un très puissant mouvement d'espoir bruissait dans le monde. Et les organisations terroristes étaient en voie d'extinction. Tout ce mouvement était aussi facilité parce qu'il ne se produisait pas en huis clos dans une capitale occidentale,
mais que toutes les discussions se passaient dans un forum mondial ouvert suscité et protégé par la République de Chine. En effet, Madame Chang en personne cautionnait l'ensemble du processus de son autorité devenue mondiale, et désormais incontestée. Un nouvel ordre de l'information promu par l'UNESCO. Elle invita aussi poliment l'UNESCO, dont le nouveau président était chinois, à relancer le nouvel ordre de l'information, que l'UNESCO avait essayé de lancer dans les années 1980 sans succès. Ce fut un succès total car le contexte avait complètement changé. La stratégie était désormais le win-win-win, où tout le monde gagne, les individus, les organisations, business ou autres, mais aussi la planète, People Organizations Planet. Le nouveau mot d'ordre était « Plus je partage mon information et ma connaissance, plus j'en reçois ». On avait aussi enfin compris que les stratégies patriarcales de commande, conquête, contrôle et exclusion, qui étaient la colonne vertébrale de la société industrielle, n'étaient plus opérationnelles dans la nouvelle société. Cette politique de partage de la connaissance au plan mondial eut un impact retentissant et inattendu. C'était allé d'un coup beaucoup plus loin que toutes les politiques industrielles de développement avaient jamais été. Ici, pour la première fois, on s'asseyait autour de la table du monde, et on partageait réellement et honnêtement le gâteau de la connaissance, pour l'accroître au profit de chacun. On n'avait jamais vu ni entendu pareille vision. Et sous l'égide de Madame Chang, tout le monde se mit d'accord, en l'espace de quelques mois. Bien entendu, il y eut des résistances farouches de la part de certaines entreprises, car c'étaient les notions même de propriété intellectuelle et de brevets qui étaient mises en question, et basculaient sur leur base. Certaines entreprises, américaines et européennes surtout, voulaient continuer à protéger leurs brevets, notamment en nanotechnologie. Ces brevets leur permettaient d'améliorer, mais surtout de manipuler le cerveau humain. Et c'est Madame Chang qui eut le mot de la fin, quand elle proposa que puisque la seule protection que l'humanité pouvait se donner contre les utilisations néfastes des nouvelles nanotechnologies touchant à la vie humaine et au cerveau humain, était précisément de les rendre publiques, celles-ci deviennent part du patrimoine commun de l'humanité. Les entreprises seraient récompensées selon le degré d'utilisation au profit du social et de l'environnement qu'elles pourraient en faire. Plus elles travailleraient honnêtement pour le bien commun de l'humanité, plus elles accumuleraient des actifs immatériels, intangibles assets. Le profit serait la conséquence et la garantie du caractère social et environnemental des utilisations proposées. C'était vraiment une logique entrepreneuriale nouvelle, mais cohérente. Le modèle européen. Une porte transmoderne vers le XXIe siècle. Madame Chang fit en janvier 2021 une visite très célèbre à Bruxelles au siège de l'Union européenne. Elle fut l'invitée spéciale à la réunion du Conseil européen, des chefs d'État. Elle écouta longuement les chefs d'État et le président de l'Union européenne. Madame Chang fit ensuite un éloge très appuyé, et très remarqué, du concept même qui était à la base de l'Union européenne. Elle affirma qu'elle considérait l'Union européenne comme la première concrétisation, certes encore imparfaite, d'un nouveau paradigme politique pour le XXIe siècle, que certains intellectuels appellent transmoderne et post-patriarcal. L'Europe avait en effet, en 1950, été obligée de créer la première alliance de non-violence entre États. Et cette alliance avait stabilisé l'Europe depuis plus de 50 ans de manière incroyable et inattendue. Elle expliqua que son projet était de reproduire ce nouveau paradigme politique en Asie avec la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh mais aussi Ceylan et Myanmar. Ces structures politiques transmodernes étaient, selon elle, les structures du XXIe siècle qu'il fallait continuer à développer et perfectionner. Elle rendit un hommage appuyé au ministre européen des Affaires étrangères. Elle souligna surtout qu'il avait été dans l'ombre, le créateur patient et concret d'un nouveau paradigme de politique étrangère non violente et post-patriarcale. La politique étrangère de l'Union avait en silence enterré Clausewitz et Machiavel, et avait évolué vers une non-violence de plus en plus efficace. Madame Chang félicita également les chefs d'État d'avoir finalement accepté l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne en 2020. Par cette politique étrangère d'un type nouveau, vous êtes devenu un véritable bulldozer de paix, de stabilité et de démocratie.
Et l'Union européenne a fait plus pour inviter l'islam mondial à adopter les critères de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit que toutes les autres politiques étrangères additionnées. De plus, cette politique est presque gratuite et absolument non violente puisque ce sont les candidats qui font tout le travail, à leurs frais et librement. La création de l'Agence de sécurité internationale. ASI-ISA 5. Dans la conversation, le ministre européen des Affaires étrangères lui fit part d'un concept de défense mondiale tout à fait nouveau qui se discutait dans son groupe de réflexion, à Bruxelles. Il s'agissait de proposer aux États de supprimer leur armée nationale et de payer une assurance à la nouvelle Agence de sécurité mondiale des Nations Unies. Celle-ci garantissait la protection du territoire national du pays contre toutes les agressions extérieures, mais aussi intérieures par l'intervention immédiate de ces casques blancs. Elle trouva l'idée excellente et l'adopta. From now on, it is also my idea. À partir de maintenant, c'est aussi mon idée, répondit-elle au ministre. Car c'est exactement de ce genre de troupes qu'on aurait eu besoin en ex-Yougoslavie et en Afrique, afin d'empêcher efficacement les massacres et les viols de masse. Elle proposa la création immédiate d'un groupe de travail sur le sujet, au sein des Nations Unies. Un an plus tard, celle-ci proposait la création d'une agence pour la sécurité internationale, ASI, ou International Security Agency, ISA. C'est aussi en Europe que l'on trouva les premiers cotisants sérieux. Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Suède, Norvège, Danemark, Espagne, Portugal, Grèce et Turquie ensemble. Très vite, le Japon s'y joignit ainsi que la Chine poussée par Madame Chang, suivie peu après par l'Inde où l'impressionnant lobby des généraux était fort hésitant. Le Royaume-Uni et la France, qui étaient toujours des petites puissances nucléaires, finirent aussi par se décider ainsi que le reste des États de l'Union européenne. Avec tout ce beau monde dans le projet, la moitié de l'humanité était largement représentée. C'était parti. Les autres États n'avaient qu'à suivre, s'ils voulaient et quand ils voulaient. C'est alors que soudain tous les États africains, Afrique du Sud en tête, décidèrent d'adhérer. Les cotisations étaient adaptées aux revenus par habitant, et c'était pour l'Afrique un choix sage et bon marché, augmentant énormément les chances de stabilisation de ce continent, qui soudain avait compris qu'il pourrait vraiment entrer dans la société de la connaissance à cause du nouvel ordre de l'information lancé par l'UNESCO. Les États africains commençaient à entrevoir la possibilité réelle de valoriser le potentiel énorme de créativité de leur population, y compris et surtout les femmes. Ils furent suivis par les Russes, qui ne demandaient pas mieux que de dépenser moins pour leur défense, mais avaient attendu prudemment de savoir comment fonctionnait cette armée de casques blancs. Après une intervention extrêmement efficace en Afrique et au Turkménistan en 2018, tout le monde a soudain compris. Et puis chaque État a fait ses comptes, et a pris conscience qu'un énorme surplus s'était accumulé dans les budgets nationaux, puisque les dépenses militaires s'étaient évanouies. Madame Chang saisit la balle au bond et annonça que la Chine allait investir 10% de son budget national pour la promotion de la qualité humaine dans l'éducation, d'abord en Chine puis dans le reste du monde. En même temps, elle introduisit enfin une réforme de l'éducation qui suscita tellement d'enthousiasme dans les écoles chinoises que le monde entier la suivit. La civilisation mondiale était vraiment en train de bouger. La refonte complète des Nations Unies. Un nouveau niveau de pouvoir. Mais à la suite de sa visite à Bruxelles, et du succès de l'Agence de sécurité internationale, Madame Chang se rendit compte qu'il était urgent de repenser complètement la structure et le concept de base des Nations Unies. De fait, comme l'avait déjà dit Jean Monnet, les Nations Unies étaient fondées sur un concept dépassé parce qu'aucun niveau de pouvoir n'était accepté au-dessus de l'État-nation, ce qui condamnait l'ONU à une relative impuissance. Or c'est ce niveau de pouvoir supérieur, mais subsidiaire, que l'Union européenne avait créé de facto. Même si les États membres européens, surtout les nouveaux arrivés, tardaient à comprendre ce qu'ils avaient fait naître ensemble. Paradoxalement, ce fut la nouvelle présidente du Brésil et le premier ministre du Japon, une femme qui venait d'être élue en 2022, qui comprirent les premières cette nouvelle manière de raisonner, alors que les diplomates indiens, chinois et russes, certains Européens et d'autres encore hésitaient à concevoir une instance d'autorité au-dessus des États qui ne soit pas un État.
C'est en novembre 2019, lors d'une séance des Nations Unies que les choses bougèrent vraiment, quand le général Smith, chef de l'armée des casques blancs dont tout le monde était enchanté, dit carrément dans son rapport annuel très attendu, « La seule chose qui manque à nos casques blancs, c'est qu'ils soient l'émanation d'une autorité mondiale qui soit supérieure en légitimité à l'autorité légitime des États et fonctionne selon le principe de subsidiarité. » Or cela, seule une union mondiale des nations de style européen peut nous l'apporter. Il faut donc rapidement aller dans ce sens, sinon nous aurons des problèmes dangereux avec les États forts du globe. Un grand silence suivit. Alors, la présidente du Brésil, soutenue par le Premier ministre du Japon et Madame Chang elle-même proposèrent une commission pour transformer les Nations Unies en Union mondiale des nations. La réforme prit 6 mois seulement, car les mentalités étaient mûres. Cette réforme dont les effets continueront à se faire sentir tout au long du XXIe siècle, a évidemment engendré une refonte totale de toutes les agences des Nations Unies. La mesure la plus spectaculaire a été la disparition du Conseil de sécurité, qui a été remplacé par un Conseil exécutif élu par les États membres à la majorité qualifiée. Un nouveau niveau de pouvoir mondial était né. Ceci permettait à l'Union européenne d'avoir enfin une politique étrangère cohérente, maintenant que le Royaume-Uni et la France avaient perdu leur siège au sein du défunt Conseil de sécurité, et se joignaient à la politique étrangère de l'Union. Nous sommes en 2050. Le monde a véritablement évolué vers un nouveau niveau de responsabilité et d'éthique. Les populations sont beaucoup moins désespérées. Certes, il y a encore de nombreux problèmes, mais le climat mondial est transformé. Première partie, un monde se meurt. Introduction, 5 niveaux de changement. Nous vivons un des changements les plus fondamentaux de l'histoire. La transformation du système de croyance de la société occidentale. Aucune puissance politique, économique ou militaire ne peut se comparer à la puissance d'un changement au niveau de notre esprit. En changeant délibérément leur image de la réalité, les hommes sont en train de changer le monde. Willis Armancis. De nombreux citoyens de par le monde pressentent la mutation qui s'infiltre dans leur vie. Souvent le premier sentiment est un malaise. Tout va mal. C'est la crise. Le citoyen se sent perdu, car il se demande ce qui se passe et quel va être l'avenir de ses enfants. Il pressent dans ses tripes que quelque chose se passe sans pouvoir dire ce que c'est. De plus, il croit qu'il est seul à ressentir ce malaise alors qu'il fait partie d'un groupe de plusieurs centaines de millions de personnes. Il n'a pas de vision globale. La première chose qu'il ressent, c'est ce sentiment de fin de quelque chose, un sentiment confus de mort. En effet, ce que nous voyons, ce qu'on nous montre au journal télévisé, c'est surtout la mort du système existant. Les entreprises qui ferment, les dysfonctionnements politiques et institutionnels, les corruptions, les guerres et les insurrections violentes. S'il y avait eu des médias au temps de la Renaissance, ils auraient probablement parlé abondamment de l'effondrement de la société agraire et médiévale, de la crise du latin à l'université, de l'horrible invention permettant de fabriquer le livre sacré avec des machines à imprimer. Et peut-être aurait-il parlé un tout petit peu de Galilée, de Michel-Ange, de Copernic, les pionniers du changement, dans les pages culturelles du week-end ou les pages judiciaires des procès de l'Inquisition. Dans cette première partie, nous allons donc essayer de décrire tout ce qui finit ou est déjà mort, mais n'en finit pas de mourir, parfois dans un silence feutré, parfois avec grand bruit. Pour structurer notre description, nous présentons l'hypothèse que le changement que nous vivons au plan mondial est comme un iceberg à 5 étages, dont seul le 5e émerge de l'eau. Nous reprendrons l'image de l'iceberg sous une forme légèrement différente dans la seconde partie, pour montrer à chaque niveau de profondeur ce qui est déjà en train de vivre de manière nouvelle. Voici les 5 niveaux de changement que nous proposons. Le premier niveau est la prise de conscience que notre civilisation mondiale est menacée de mort si nous ne changeons rien. Ce niveau est le plus bas dans l'eau froide. Il y fait froid et sombre. Nous n'aimons pas y aller, ni y séjourner, car nous n'aimons pas parler de ce danger. C'est comme une menace de mort qui plane sur nos têtes, mais que nous préférons ignorer. Mais cette menace occupe une place importante dans notre subconscient individuel et collectif. Le deuxième niveau est la mort des valeurs patriarcales. Il y fait encore très froid et c'est assez bas dans nos consciences.
Notre société ne visite pas non plus très souvent ce niveau, même si elle sait bien qu'il existe. On en parle très peu. Cependant, nous sommes confrontés chaque jour à la crise du management vertical, pyramidal, arrogant, manipulateur, qui marche de moins en moins, mais perdure la plupart du temps et empire au point de provoquer en France des chaînes de suicides professionnels. On n'en parle pas souvent, alors que tout le monde sait et se rend compte que nous ne trouverons pas de solution à nos problèmes mondiaux avec les valeurs de commande, de conquête et de contrôle, CCC. Nous sentons bien que pour protéger notre belle planète bleue dont les astronautes américains nous ont apporté les premières photos, il nous faut de toute urgence un nouveau cocktail de valeurs de respect, plus douce, plus jean, comme disent les Chinois, plus féminine. Le patriarcat est donc déjà révolu car il a perdu sa légitimité millénaire. Mais son cadavre bouge encore, un peu partout dans le monde. Le niveau 3 est à mi-course, c'est la mort de la modernité. Nous n'en avons pas tellement conscience, mais nous le sentons peut-être un peu plus. Nous le verrons. Pour ceux qui sont encore à 100% modernes, il est très difficile, voire impossible de comprendre que l'on pourrait être en train de changer de paradigme. Car par définition, les modernes n'ont pas conscience d'être dans un paradigme puisqu'ils se vivent comme étant dans l'objectivité réaliste, donc dans la vérité rationnelle et impartiale. La modernité est omniprésente, mais elle a perdu sa légitimité. Le niveau 4 est tout proche de nous, c'est la fin de la société industrielle. De nombreuses entreprises de type industriel sont en train de mourir sous nos yeux, General Motors. On ne dit pas d'une entreprise qu'elle meurt, mais qu'elle ferme. C'est plus pudique. Mais c'est toute la logique de l'économie industrielle et moderne, qui est en train de finir, pour une raison toute simple. L'approche industrielle des problèmes ne permet pas de trouver un chemin crédible vers un monde véritablement soutenable. Cette logique industrielle de croissance quantitative, toujours plus de ciment, de déforestation, de pollution et de consommation des ressources de la Terre, nous conduit vers la mort collective. Elle est donc de plus en plus clairement refusée par les citoyens. Elle est finie car elle n'a aucun avenir. Mais son cadavre bouge encore, certes. Enfin, nous arrivons au 5e niveau, le seul qui soit visible. La crédibilité de toutes nos institutions sociales et politiques est en déclin rapide. Nos institutions sont dans une crise si grave que l'on peut avancer l'hypothèse qu'elles sont en train de mourir. Globalement, toutes les institutions pyramidales sont en crise, quand elles ne sont pas déjà mortes parce qu'elles sont accusées de corruption, d'absence de transparence, ou plus gravement d'incompétence, parce qu'elles ne parviennent pas à répondre à la question de notre survie collective. Nous allons analyser ces 5 niveaux de transformation plus en détail au cours de cette première partie, dans les chapitres qui suivent. 1. Danger de mort et de suicide collectif. Mon point de départ est que l'humanité se trouve dans un moment tout à fait exceptionnel de son existence, puisqu'elle est confrontée pour la première fois dans son histoire à la possibilité d'une mort collective consciente, donc d'un suicide collectif. Lester Brown, directeur du World Watch Institute, à Washington, a présenté son livre au Parlement européen en 2005 en commençant son exposé par les mots suivants. Notre économie globale croît tellement qu'elle dépasse la capacité d'absorption de la planète. Elle nous mène donc chaque jour plus près du déclin et de la mort possible. Il est assez évident pour la plupart des observateurs, et pour le public en général, que notre modèle occidental de développement est polluant et non soutenable. Mais cela allait encore plus ou moins tant que nous n'étions que 750 millions d'Occidentaux, États-Unis plus UE, et que nous avions pu exporter nos nuisances dans d'autres pays. Maintenant que la Chine, l'Inde, le Brésil et le reste du monde s'alignent sur la même politique de développement non soutenable, s'ajoutent à ces 750 millions plus de 2 milliards de personnes. Il devient encore plus évident qu'il n'y aura plus assez d'énergie fossile, qu'il y aura beaucoup trop de déchets et de pollution, que les surfaces agricoles vont encore diminuer et s'épuiser plus rapidement. La production de CO2 va augmenter de manière exagérée, le changement climatique s'accélérer et les espèces animales diminuer encore plus vite. Bref, nous allons droit au mur et beaucoup plus rapidement que prévu initialement. Si l'on prolonge la courbe de l'évolution actuelle qui inclut la Chine et l'Inde, rares sont les spécialistes qui nient qu'il y ait un problème grave, très grave. Je lisais dans le train cet article récent de Koichiro Matsuura, directeur général de l'UNESCO 7.
l'espèce humaine, la planète, la cité savent désormais qu'elles sont peut-être mortelles. Certes, l'humanité ne vit pas sa première crise écologique. Mais nous vivons sans doute la première crise écologique mondiale d'une telle ampleur. Aujourd'hui, nous comprenons que la guerre à la nature est une guerre mondiale. Et il continue en nous encourageant à sortir de l'immobilisme. Trop cher le développement durable. C'est l'inertie qui nous ruine. Javier Pérez de Cuellar a lancé au dialogue du XXIe siècle un clair avertissement. Comment pouvons-nous savoir et ne pas pouvoir ni vouloir? Mettre un terme à la guerre à la nature requiert aujourd'hui une nouvelle solidarité avec les générations futures. Pour ce faire, faut-il que l'humanité conclue un nouveau pacte, un contrat naturel de codéveloppement avec la planète et d'armistice avec la nature? Sachons faire prévaloir une éthique du futur si nous voulons signer la paix avec la Terre. Car la planète est notre miroir. Si elle est blessée et mutilée, c'est nous qui sommes blessés et mutilés. Monsieur Matsuura propose de nous embarquer au plus vite vers les sociétés du savoir, potentiellement beaucoup moins polluantes, voire vers une possibilité réelle de créer une économie mondiale soutenable. Pour changer de cap, nous devons créer des sociétés du savoir, combiner la lutte contre la pauvreté, l'investissement dans l'éducation, la recherche et l'innovation, en posant les fondements d'une véritable éthique de la responsabilité. Nous reviendrons sur ce concept proposé par Monsieur Matsuura de guerre contre la nature, qui est finalement une guerre contre nous-mêmes. La question qui tenaille en secret notre civilisation est de savoir si nous allons globalement vers la vie, ou si nous nous acheminons collectivement vers la mort. Nous dirigeons-nous vers la destruction irréversible de notre environnement naturel, donc, à terme, vers notre propre mort collective? Des tensions, des guerres socio-économiques cruelles et des invasions dévastatrices nous attendent-elles? Ou bien prendrons-nous à temps les décisions qui s'imposent de plus en plus clairement? Telles sont les questions lancinantes mais souterraines, enfouies dans les profondeurs, qui hantent notre civilisation. La mode est au noir. Notre époque est dominée par un sentiment collectif de mort, qui ne se dit pas comme tel. Par exemple, le noir est devenu une couleur dominante dans la mode chez les jeunes et dans la rue. C'était impensable en 1960. Cette mode ne révèle-t-elle pas précisément le sentiment de mort qui est lié à la fin d'une logique, la fin d'une époque? Quelque chose est en train de mourir. L'agonie du système imprègne les esprits et bouche l'horizon. Une civilisation en décadence n'a point de projet d'avenir. Jamais. Mais en même temps dans le monde entier quelque chose est en train de naître, qui est passionnant bien qu'encore difficilement saisissable. Est-ce la fin de la France? J'ai été invité il y a quelque temps à faire une présentation devant un parterre d'une centaine de chefs d'entreprise du groupe X, à Paris. Je me souviens très bien qu'après mon exposé, qui parlait des différents niveaux de la mutation actuelle, il y eut un grand silence embarrassé. Puis la première question fut: pensez-vous que ce soit la fin de la France 8? Ce type de question indique la présence subconsciente de ce puissant sentiment de mort. Cette question était très indicative des courants sous-jacents de notre société. On sent que quelque chose est en train de mourir. Justus Lipsius. Omnia cadon 9 ou multa cadon. Ces défis à notre survie sont en train de nous forcer à changer. Mais personne n'aime changer et se transformer. Les civilisations n'aiment pas le changement. Ne culpabilisons pas trop tout de même, si nous résistons au changement. Car l'acceptation du changement ne fut pas facile lors d'autres mutations de l'histoire, comme à la Renaissance. Ceci pour une raison très simple. Lorsqu'il y a changement d'époque, forcément il y a passation de pouvoir entre ceux qui avaient le pouvoir dans l'ancien système et ceux qui l'auront dans le nouveau. Or, je n'ai jamais vu dans l'histoire une telle passation de pouvoir se faire de manière douce et harmonieuse. C'est probablement la raison pour laquelle la fin du Moyen Âge fut parsemée de tant de guerres, de violences individuelles et collectives. Prenons un exemple. Le monde passionnant des universitas, ces lieux d'universalité dont les professeurs étaient souvent des théologiens qui parlaient latin et se déplaçaient à travers toute l'Europe pour échanger leurs idées et s'enrichir mutuellement. La vie d'Albert le Grand, de Thomas d'Aquin, d'Erasme, Luther, Calvin, Jean-Hus et d'autres fut pleine de voyages et d'enseignements à travers toute l'Europe. C'était un monde indéniablement doté de valeurs universelles très grandes, qui est mort lui aussi d'un coup, sans comprendre pourquoi.
Justus Lipsius, né aux environs de Louvain, en Belgique, a été l'un des fleurons de la théologie scolastique qui dominait l'Europe et le monde occidental à cette époque. Il s'écria en 1606, l'année de sa mort, Omnia cadunt. Tout s'écroule. 60 ans après la Réforme et alors que l'imprimerie entamait son irrésistible ascension, c'était toute l'architecture du savoir médiéval qui se découvrait soudain menacée de mort. Le latin, cette langue commune européenne, s'effaçait au profit des langues vulgaires. La domination absolue de la théologie était battue en brèche par la naissance des nouvelles disciplines de l'université moderne, laïque et humaniste. Cette extraordinaire communauté d'intellectuels s'écroulait brusquement. Tout un monde de valeurs déterminantes depuis des siècles et que l'on croyait immuable, s'écroulait, terrassé par une mort foudroyante. Nombreux furent ceux qui ne comprirent pas et refusèrent ce changement. Ce refus se caractérise dans la phrase de Justus Lipsius par le Omnia. S'il avait dit multa cadunt, beaucoup de choses disparaissent, il aurait aidé ses contemporains à comprendre le changement. Mais il le refusa, probablement parce qu'il ne le comprenait pas lui-même. 10. Ce refus, qui procède souvent d'une erreur d'analyse, confond le changement de paradigme et la fin du monde. Nombreux sont les humains qui, en effet, ont l'impression que si leur monde disparaît, c'est le monde entier qui s'en va. Et cela ne se passe pas au niveau du raisonnement, mais de l'angoisse subconsciente qui prend aux tripes et est difficile à raisonner, et à surmonter. Cette angoisse empêche souvent ceux qui ont peur et sont dans la mort de voir ce qui naît déjà dans les marges et les interstices du système dominant en crise. Immobilisme et impuissance de l'âme. Politique et spiritualité chez Václav Havel. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons construit une civilisation mondiale qui a atteint la capacité technique de se nourrir sans compromettre son avenir. Cependant, elle ne le fait pas. Il n'y a jamais eu autant de pauvreté et de misère qu'aujourd'hui. Des milliers d'enfants meurent chaque jour de faim dans un silence étourdissant. Et notre planète elle-même est en danger de mort. C'est notre survie à tous qui est en jeu. Que se passe-t-il donc ? Comment expliquer ce contraste saisissant et révoltant entre nos capacités technologiques et notre incapacité à nous en servir afin de résoudre nos problèmes les plus lancinants ? En réalité, nous semblons incapables d'orienter nos outils et nos volontés individuelles et collectives vers la vie. Notre civilisation ne parvient pas à poser, a fortiori à résoudre le problème fondamental de sa propre survie. Elle se sent glisser inexorablement vers le non-sens et vers la mort. Mort de la nature et dépérissement irréversible des espèces animales et végétales. Mort de faim de centaines de millions d'enfants et d'adultes. Mort par suicide de milliers de jeunes et d'adultes dans les pays du Nord. Face à cette énergie de mort, nous sommes dans le fond de nous-mêmes partagés entre la révolte et le désespoir. Tel est le malaise fondamental de notre époque. Est-il possible de changer de polarité, de changer quelque chose au plus profond de notre inconscient collectif, au niveau du récit primordial, au niveau du mythe fondateur de notre civilisation mondiale ? Passer de l'instinct de mort à l'instinct de vie, d'une culture de violence à une culture de paix s'avère aujourd'hui indispensable pour assurer la survie même de l'espèce humaine. Mais comment faire ? Cette question est centrale. Sa difficulté est à la mesure des enjeux qu'elle recouvre. Elle nous fait toucher aux racines mêmes de notre civilisation occidentale, mais aussi, plus largement, aux racines de la plupart des civilisations et cultures du monde actuel. Et probablement aux racines de la structure patriarcale de notre civilisation mondiale. Non, nous n'agissons pas. Pourquoi ne faisons-nous rien ? Václav Havel est, nous semble-t-il, celui qui a décrit le mieux cette maladie de l'âme. Cette inaction s'explique par un manque désespérant de volonté et de besoins intérieurs, c'est-à-dire par des obstacles qui appartiennent au domaine de la conscience et de l'esprit. J'en retire une conviction de plus en plus forte. Le retournement de la situation n'est possible que si un changement s'amorce dans la sphère de l'esprit elle-même, dans le rapport de l'homme au monde, dans son acceptation des valeurs de la vie, dans sa mentalité, sa manière d'être responsable. 11. Ces propos extraordinairement lucides nous font toucher au niveau le plus profond du malaise même de notre civilisation moderne et industrielle. Celle-ci semble avoir perdu l'énergie spirituelle nécessaire pour prendre les décisions vitales. Aurait-elle perdu son âme ? Je suis tenté de le croire. En tout cas,
Elle semble incapable de ce sursaut éthique, ce refus de la fatalité nous permettant de renouer avec l'instinct de survie élémentaire et fondamental. Au fond, les prévisions de Max Weber sur le désenchantement du monde se sont parfaitement réalisées. Le désenchantement semble avoir pénétré de génération en génération, de plus en plus profond, jusqu'à la moelle de nos os et celle de nos enfants. N'est-ce pas notre désenchantement qui nous paralyse ? En même temps que nous touchons au plus profond de ce malaise de mort, la vie semble être en train de renaître, en silence, au fond du cœur et de l'âme des citoyens NETS du monde entier. Nous le verrons au chapitre 12. Conclusion du chapitre 1. Dans ce premier chapitre, nous avons invité le lecteur à descendre dans l'eau très froide de notre subconscient collectif. Ce n'est pas une démarche facile. Mais elle est essentielle. Nous y avons trouvé beaucoup d'énergie de mort. Nous avons touché les racines de la crise de notre civilisation, racines dont il est difficile de parler et dont peu de gens parlent à part quelques intellectuels. Nous avons vu aussi que la jeune génération est en première ligne de la prise de conscience, mais qu'elle est en première ligne aussi de la souffrance engendrée par cette crise contemporaine. Nous avons touché la racine de notre désenchantement individuel et collectif. 2. La fin du patriarcat. Nous venons de voir que le malaise des fondements auxquels nous sommes confrontés est comme une énergie de mort qui nous paralyse, une guerre contre la nature, qui est en réalité une guerre contre nous-mêmes, comme le dit admirablement le directeur de l'UNESCO. En faisant la guerre à la nature, nous sommes arrivés à retourner notre violence contre nous-mêmes, contre nos enfants et contre les générations à venir. Comment dépasser cela ? Comment aider l'humanité à opter pour des valeurs de vie ? Très longtemps, j'ai cherché dans les bibliothèques théologiques une réflexion intelligente sur les valeurs de vie ou de mort, ainsi que sur la violence. Seuls m'y attendaient des réflexions sur le péché, voire le péché originel, qui contribuaient à inscrire la violence et la mort comme des éléments constitutifs de la nature même de l'homme, voire des conséquences du péché originel. La religion chrétienne, tout comme les autres grandes religions du monde contemporain, semble ainsi avoir participé à la sacralisation de la violence et de la mort, en les gravant au plus profond des mythes fondateurs de l'humanité. Seule espérance permise. Les actions des hommes seront compensées, rachetées, par le salut apporté par une autre mort violente d'un non-violent. À bien y regarder, le message de Jésus et celui des grands sages de l'humanité avalisent-ils cette sacralisation de la mort violente et de la souffrance ? N'ont-ils pas proposé un chemin différent ? Et n'a-t-on pas, au cours des siècles, défiguré leur intuition première et fondamentale ? Avant de parler de la fin du patriarcat, il nous faut comprendre son origine. D'où vient-il ? A-t-il toujours existé ? Ou est-il une apparition relativement récente dans l'histoire de l'humanité ? La naissance du patriarcat. Un nouveau récit de l'origine ? La réponse prit pour moi la forme d'une révélation et d'un visage. Celui de Nicou Dubois-Leclerc XII, qui m'a fait découvrir le monde de la critique intelligente du patriarcat. Elle m'a fait découvrir les écrits de Ryan Esler XIII, Maria Gimbuta XIV, Françoise Gange XV et d'autres. Leur découverte est que la vision patriarcale, qui a influencé les récits d'origine de la plupart des religions contemporaines, se présente dans ces récits comme ayant toujours été là, alors que la vision patriarcale est une apparition relativement récente après des millénaires de civilisation matrilinéaire. Selon ces pionnières, les mots les plus importants de la Bible seraient les premiers mots de la première page, au commencement. C'est ce mot, commencement, qui efface des milliers d'années de civilisation antérieure et matrilinéaire. Cette vision nouvelle est fondée sur les recherches archéologiques récentes de Maria Gimbuta, qui est parvenue à démontrer que la plupart des archéologues, hommes et souvent ecclésiastiques, se sont trompés dans l'interprétation des découvertes archéologiques datant de plus de 5000 ans. Puisque selon la Bible, il n'y avait pas eu de civilisation antérieure, il était normal de ne rien trouver, même si de nombreux indices allaient dans un sens opposé. Il a fallu la rigueur et la ténacité de femmes archéologues, comme Gimbuta et d'autres, pour commencer à ouvrir une brèche sérieuse dans les certitudes des archéologues patriarcaux. Or il semble de plus en plus certain que des civilisations nettement moins violentes et plus conviviales, axées sur les valeurs de vie,
ont existé en Europe, en Inde et en Chine, de 5000 à 3500 ans avant Jésus-Christ. Ces civilisations, que l'on appelle matrilinéaires, reposaient sur une autre articulation entre le féminin, le masculin et le sacré. Le culte principal était celui de la déesse mère, qui exerçait son autorité en donnant la vie et en aidant à la croissance. Son action s'exerçait même à la mort, conçue comme un passage vers un autre type de vie. On enduisait les corps de couleur rouge, la couleur du sang de la vie. Dans ces civilisations, le sacré était par conséquent articulé sur les valeurs du don de la vie, de la fécondité, donc aussi du plaisir sexuel, de la création artistique et de l'esthétique. Le pouvoir était un concept positif, axé sur la vie. Il signifiait faire grandir, faire vivre, épanouir et à cette fin, établir des normes favorables à l'épanouissement de la vie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.